Mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'occasion de ce 39e congrès des audioprothésistes. Vous êtes très nombreux et je voudrais souligner votre fidélité et vous en remercier. En prononçant ces quelques mots, je me remémore ceux que je tenais l'an dernier ici même et je mesure le chemin parcouru par la profession depuis un an. Le coup d'accélérateur qui a permis d'enclencher cette dynamique, désormais positive, a été donné ici avec vous. Lors de la présentation de l'étude médico-économique réalisée par les économistes Laurence Hartmann et Jean de Kervas-Doué, qui pour la première fois a mis en lumière l'impact du coût et du déficit auditif pour l'assurance maladie comme pour l'ensemble de la société, pour la première fois un chiffre, et pour les pouvoirs publics c'est important, un chiffre a évalué le coût du déficit auditif sans appareillage à 23 milliards d'euros pour notre pays. Ce chiffre a permis de donner à voir la mesure des coûts évités quand les personnes sont équipées. Ainsi, si toutes les personnes malentendantes susceptibles d'être appareillées l'étaient effectivement, on économiserait entre 1,7 et 2,1 milliards d'euros de soins. Ces chiffres, qui valent mieux qu'un long discours, nous ont permis d'obtenir des avancées et de convaincre les pouvoirs publics que le maintien de l'audition par l'audioprothèse était, entre guillemets, rentable pour les dépenses publiques. Et un virage s'est opéré pour admettre que la question n'était pas le coût des équipements, je rappelle qu'ils se trouvent dans la moyenne basse des pays européens, mais celle du reste à charge et de l'insuffisance de la prise en charge, d'abord par l'assurance maladie, mais aussi et ensuite par les complémentaires. Si bien qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé le 2 décembre dernier une amélioration du remboursement de l'audioprothèse avec une première enveloppe de 47 millions d'euros, et la question d'une meilleure prise en charge de l'audioprothèse a fait son entrée dans le débat des présidentielles. Nous allons y revenir dans le cadre de cette matinée. Par ailleurs, notre travail de fond pour alerter sur le poids économique et social du déficit auditif a aussi porté au niveau international. L'Association européenne des audioprothésistes, l'AEA, Marc Lorenz, son président, est présent dans la salle. Bonjour Marc. Extrapolant les conclusions de notre étude, a chiffré à 178 milliards d'euros par an le coût sociétal de la malaudition en Europe. L'Organisation mondiale de la santé estimait tout récemment, le 3 mars dernier, lors de la journée mondiale de l'audition, pour sa part à 750 milliards de dollars par an le coût du déficit auditif non pris en charge dans le monde entier. Partout, les points de vue convergent désormais pour dire qu'agir contre la perte auditive est un investissement judicieux. Alors que notre profession célébrera cette année le 50e anniversaire de la publication de la loi qui a acté sa naissance officielle, nous venons de vivre une étape essentielle. Il nous appartient collectivement de transformer les opportunités que nous avons, par notre travail acharné, à faire naître. Je voudrais remercier tout particulièrement Laurence Hartmann, maître de conférences en sciences économiques au Conservatoire national des arts et métiers, d'avoir bien voulu introduire ce congrès en présentant un nouveau travail sur l'impact économique des soins auditifs. La présence d'économistes nous permet de crédibiliser notre travail et notre action, mais ce n'est pas tout, car elle apporte un recul et une distance qui nous permettent de prendre de la hauteur et d'aller à l'essentiel. Je la remercie donc pour son travail d'une grande qualité, et celui de Jean de Kervas-Doué, bien entendu, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Nous recevons ensuite les représentants des candidats à l'élection présidentielle qui ont bien voulu répondre à notre sollicitation. François Fillon sera représenté par le sénateur Alain Milon, président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Marine Le Pen sera représentée par la députée européenne Joëlle Mélin. Emmanuel Macron est représenté par le professeur Bertrand Bauja, ORL à Thonon, à l'hôpital Thonon à Paris. Et enfin, Benoît Hamon sera représenté par le professeur Alfred Spira, épidémiologiste, qui était d'ailleurs venu l'année dernière nous faire un topo épidémiologique. Nous avons également proposé aux patients de nous dire quelles étaient leurs attentes et leurs propositions, et je remercie Christian Saout, ancien président du CIS, personnalité associée à la section des affaires sociales et de la santé du CESE, de nous rejoindre pour cette matinée. Enfin, la profession a préparé un livre blanc qui vous sera présenté en fin de matinée et que nous remettrons à chacun de nos invités. Les débats seront animés par Sylvie Fondelup, conseiller en stratégie et communication dans le secteur de la santé. Je suis certain que les débats seront riches et intenses et vous souhaite un excellent congrès en attendant de vous retrouver demain samedi pour notre journée scientifique et dimanche pour notre cocktail de fin de congrès. L'Assemblée générale de l'UNSAF aura lieu dans cette salle à 17h30 cet après-midi. Elle est réservée aux adhérents du syndicat. Je vous remercie. Et je passe la parole à Sylvie.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Louise Godino l'a annoncé, nous allons retrouver Laurence Hartmann qui va introduire cette matinée. Alors, elle avait coécrit, Louise l'a rappelé, en mars dernier, une étude avec Jean de Carvazoué. Et cette étude avait fait l'effet d'une bombe atomique dans le paysage médico-économique français, puisque vous aviez chiffré l'impact du coût du déficit auditif non traité. Alors, ce matin, vous arrivez avec de nouveaux chiffres, de nouvelles révélations. Donc, Laurence Hartmann, c'est à vous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc effectivement, l'année dernière, l'ensemble de la profession, à savoir le CINEA, le CINAM, le CNA et bien sûr l'UNSAF, nous avait confié à Jean de Carvazoué et moi-même la rédaction d'un rapport sur l'impact économique du déficit auditif en France. Ce rapport donc, a d'ailleurs eu l'opportunité d'être traduit en anglais grâce à l'AEA, donc l'Association européenne des audioprothésistes, et à l'Association des producteurs et images. Je les en remercie. Ce rapport, en fait, était constitué de deux volets principaux. L'un était consacré au fonctionnement, à l'accès aux audioprothèses en France, et le deuxième volet était plutôt consacré aux questions de santé publique liées au déficit auditif, avec quelques scénarios d'évaluation économique. Donc c'était une question qui effectivement a permis d'ouvrir, je dirais, la brèche de cet accès aux soins auditifs, et on peut constater depuis lors qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés dans le secteur, donc par plusieurs institutions, le ministère de la Santé et aussi l'autorité de la concurrence, comme vous le savez, qui a beaucoup travaillé sur la question de cet accès, mais en l'abordant sous l'angle du niveau des prix, ce qui est assez effectivement étonnant dès lors qu'on a travaillé sur les prix des audioprothèses, car on sait qu'en France, ce sont des prix qui sont en effet, comme vous l'avez dit Louise Godino, dans la moyenne européenne, alors qu'il conviendrait sans doute de s'interroger sur l'accessibilité en termes de solvabilisation, en termes de couverture d'assurance maladie, puisque la France se distingue des autres pays d'Europe de l'Ouest par une couverture extrêmement faible. Donc, cette question de l'accès aux soins auditifs, c'est vraiment le cœur du sujet que nous continuons à investir, Jean de Carvazoué et moi-même. Et je vais aborder en fait cette question pour essayer d'en souligner vraiment l'enjeu majeur en termes de santé publique. En rappelant quelques données générales, il faut savoir que le déficit auditif en Europe concerne environ 10% de la population, c'est-à-dire 52 millions de personnes. En France, ce sont 6 millions de personnes qui sont malentendantes. Par ailleurs, on considère que le déficit auditif est la première cause de perte de vie due aux incapacités en Europe de l'Ouest. Et enfin, donc, il y a un fardeau économique tout à fait lourd associé à ce déficit auditif puisqu'il engendre des coûts sociaux considérables. Donc, il faut que... Voilà. Donc, l'objet de ma présentation va être finalement de vous proposer un regard sur les soins auditifs comme une stratégie qui serait hautement efficiente pour les pouvoirs publics dans le long terme. Le premier point sera consacré aux conséquences du déficit auditif sur la santé, en rappelant les principaux résultats. Le deuxième point sera consacré aux préoccupations sur les inégalités d'accès aux soins auditifs en Europe et en France, a fortiori. Enfin, je proposerai justement quelques nouvelles évaluations économiques, mais qui sont à prendre avec quelques précautions et sur lesquelles je vais continuer à travailler. Et enfin, nous conclurons sur les orientations actuelles que pourrait prendre la politique publique de santé en France et en Europe. Donc, le déficit auditif a un lourd fardeau pour l'individu et pour la société. Effectivement, c'est un lourd fardeau car le déficit auditif, bien sûr, réduit tout d'abord les capacités de communication de l'individu, mais va rejaillir significativement sur l'ensemble des dimensions de l'état de santé et de la qualité de vie. Alors, si on, par exemple, se réfère au questionnaire de qualité de vie de la Haute Autorité de Santé, on a 5 dimensions majeures qui sont la mobilité, l'autonomie, les activités quotidiennes, l'anxiété, la dépression, la douleur, l'inconfort. Et toutes ces dimensions sont effectivement impactées par, en fait, des effets de chaîne. Donc, la personne déficiente, malentendante, va finalement se retrouver isolée socialement, ce qui va conduire à des situations de souffrance. Si elle travaille, elle sera plus souvent exposée à de la souffrance au travail.
ce qui engendre des troubles mentaux, un déclin cognitif et enfin donc d'autres problèmes de santé tels que des chutes et une mortalité prématurée. C'est ce qu'on va voir dans la diapo qui suit, où on voit effectivement que ce déficit auditif impacte toutes les dimensions de la qualité de vie, avec par exemple un risque plus élevé de déficience associée, de limitations fonctionnelles, de chute, de décès prématurés. Ces éléments sont documentés aussi bien au niveau international que par la littérature française menée par l'adresse, par exemple l'enquête handicap santé ou les travaux de l'INVS. Comme je l'ai dit, c'est la première cause des années de vie perdues à cause des incapacités pour la population âgée en Europe de l'Ouest. Le déficit auditif engendre une réduction de l'implication dans la vie sociale, une souffrance au travail plus fréquente, de moindres opportunités de carrière, des taux plus élevés de chômage et de sous-emploi, une dégradation plus importante de la santé mentale, et là on a vraiment foison de travaux sur ce sujet, en particulier qui montrent qu'il y a plus d'anxiété, de somatisation, d'idées paranoïaques, de dépression, de pensées suicidaires et de suicide. Par exemple, le risque de subir une dépression serait 2,5 fois plus élevé que pour les personnes malentendantes âgées que la population générale. Le nombre de tentatives de suicide est 3 fois plus élevé pour les hommes et 2 fois plus élevé pour les femmes. Les personnes malentendantes rencontrent plus fréquemment des situations de violence psychologique. De plus, et c'est un élément tout à fait majeur qui est constaté dans la littérature internationale également, notamment à travers les travaux de Lynn, mais aussi par les travaux de la fameuse chercheuse française Amieva et son équipe, il y a un impact majeur sur les capacités cognitives du déficit auditif et un risque accru de démence. On commence à avoir des présomptions d'impact sur la survenue de la maladie plus précoce d'Alzheimer, par exemple. Ce déficit auditif accélère le processus de vieillissement cognitif et l'atrophie du cerveau. Plus le déficit auditif s'accroît, plus la fonction cognitive décline. Le risque de développer une démence est multiplié par 3 dans le cas d'un déficit auditif modéré et par 5 dans le cas d'un déficit auditif sévère. Et donc, effectivement, ce fardeau qui est effectivement très lourd a été estimé donc, par nous l'année dernière à 23 milliards d'euros s'il n'y avait pas d'accès du tout aux soins auditifs. Il a été également estimé en Europe par l'AEA à 178 milliards d'euros et par l'OMS à plusieurs centaines de milliards d'euros pour l'ensemble du monde. La conséquence immédiate, évidemment, c'est que si le déficit auditif est associé à des difficultés de santé importantes, majeures, on va l'observer également sur le recours aux soins et sur le niveau des dépenses de santé. Et l'enjeu ici, c'est véritablement que ce déficit auditif peut précipiter les personnes âgées vers la dépendance à un coût élevé pour elles-mêmes et pour la société. Alors, les résultats récents des travaux scientifiques relatifs au recours aux soins et au niveau relatif de dépenses de santé sont sans appel et on continue à en obtenir régulièrement puisqu'on constate, par exemple, que le déficit auditif est associé significativement et indépendamment avec la survenue et le nombre d'hospitalisations ou encore avec le niveau global de dépenses de santé, par exemple, plus 39% de dépenses de santé dans l'étude de Follet pour les personnes âgées de plus de 65 ans, plus 30% dans l'étude de Simpson et Hall en 2016. Là aussi, on a un ordre de grandeur qui est tout à fait proche et significatif. Et par ailleurs, on a aussi en France des travaux de l'IRDES qui sont un peu plus indirects et qui estiment que le montant moyen de dépenses de soins de ville pour les personnes âgées de plus de 65 ans s'accroît avec le niveau de fragilité, ce qui signifie véritablement qu'il y a un lien entre handicap et niveau de fragilité, bien évidemment, et donc niveau de dépenses, puisque pour simplement uniquement les soins de ville, on estime que le surcroît de dépenses est de l'ordre de 1 500 € pour les personnes fragiles et de 750 € pour les personnes dites préfragiles. Cela m'amène au deuxième point, à savoir l'accès aux soins auditifs en Europe et en France. Il y a véritablement de grandes inégalités entre les pays en termes d'accès, bien sûr, mais aussi à l'intérieur des pays. C'est bien sûr le cas pour la France. Et cette situation va conduire à des pertes de chances importantes pour les individus.
Alors, pourtant, malgré tout, on sait aujourd'hui que les soins auditifs sont en mesure de réduire le fardeau du déficit auditif. Donc on a des inégalités d'accès qu'on va documenter juste dans la diapo suivante, mais on sait pourtant que le recours, en tout cas l'appareillage par des aides auditives ou même par des implants cochléaires améliore bien sûr significativement la qualité de vie et donc réduit considérablement le fardeau du déficit auditif. Alors, on a donc des preuves, on a vraiment une littérature fondée sur les preuves qui permet donc de montrer cet impact favorable de l'appareillage, par exemple, des implants cochléaires. Pour les implants cochléaires, on connaît depuis longtemps leur impact très favorable parce que ce sont des dispositifs extrêmement coûteux, de l'ordre de 30 à 40 000 euros pour un appareil. Et donc, très rapidement, depuis une vingtaine d'années, on a des évaluations médico-économiques qui en montrent toute l'efficience. Pour ce qui concerne en revanche les aides auditives, les audioprothèses, les résultats sont beaucoup plus récents. Alors pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'études longitudinales sur plusieurs décennies pour en voir l'impact favorable sur, par exemple, le déclin cognitif ou sur d'autres dimensions de l'état de santé. Les principaux résultats que j'ai pu relever dans la littérature récente pour les audioprothèses sont les suivants. On constate par exemple que le port des aides auditives améliore significativement l'état de santé psychosociale, à savoir si elles sont portées minimum 5 heures par jour dans une étude. Ça, c'est un élément important qui renvoie à la dimension de l'observance. Deuxième point, les personnes malentendantes non soignées ont un déclin cognitif significativement plus rapide que celles sans déficit auditif, mais les porteurs d'audioprothèses ont le même déclin cognitif que la population non malentendante, et c'est le principal résultat des travaux de l'équipe d'Amieva, résultat tout à fait évidemment majeur. Les audioprothèses sont associées à une meilleure performance cognitive, ça ce sont des travaux internationaux, donc étrangers, qui le documentent également. Par ailleurs, donc, on constate bien évidemment avec l'évolution des innovations au titre des audioprothèses qu'il y a une moindre stigmatisation du handicap grâce à des appareils beaucoup plus miniaturisés et plus performants en termes de compensation auditive, donc un recours un peu plus facile, accepté de la part donc, des individus. Et enfin, on commence à avoir quelques études qui montrent que les soins de santé ambulatoires et hospitaliers sont réduits, et je pense que les prochaines années vont permettre de documenter complètement cette présomption favorable. Alors, malgré ces impacts très favorables en termes de qualité de vie des équipements, des appareillages, il subsiste de fortes inégalités dans l'accès aux soins auditifs en Europe, bien sûr, mais aussi en France, comme on peut le voir dans ce graphique qui a été réalisé par l'AEA, EIMA et l'Association européenne des malentendants, FO. Et donc, ce graphique est vraiment intéressant car il présente, vous allez le voir, 29 pays d'Europe, le taux de recours recommandé par les professionnels qui est donc en foncé, et en clair, on voit le taux de recours effectif aux audioprothèses. On constate évidemment une différence tout à fait majeure entre les pays, puisque le taux de recours recommandé, par exemple, varie de 17% pour la Roumanie à 98% pour la Suisse. Donc ça quand même interroge beaucoup sur cet écart tout à fait important. Et on voit également, bien sûr, que le taux de recours effectif est tout à fait variable selon les pays. Pour la France, on peut constater que notre situation est plutôt bonne en termes de moyenne par rapport à l'Europe. On peut déjà se targuer que finalement, malgré le reste à charge à acquitter, les Français vont recourir plutôt de manière assez importante aux audioprothèses, puisque 2/3 a priori d'entre eux seraient équipés. En revanche, on constate que nous sommes donc 8e en termes de taux de recommandation et seulement 9e en termes de recours effectif. On est au même niveau que la Slovénie, même si nos résultats sont plutôt bons par rapport à la moyenne, ils sont plutôt mauvais par rapport aux pays de niveau de richesse égal. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Et alors, évidemment, si on regarde la Suisse, le Danemark, on pourrait se dire que 100% de la population pourrait être équipée au final, et que si on a 6 millions de malentendants en France, il faudrait en équiper 6 millions. En réalité, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut raisonner, mais plutôt en prenant comme point de référence, au moins à court terme, le Danemark, parce que le Danemark, on le constate, c'est le pays où il y a le plus fort recours
constatées aux audioprothèses. Tout ça parce qu'elles sont gratuites. Donc l'effet de gratuité joue de manière importante sur ce recours aux audioprothèses. Et ça représente pour nous une cible à atteindre. Ces 50% finalement de personnes appareillées pour la France serait déjà en fait formidable, c'est-à-dire qu'il conviendrait d'équiper encore 1 million de personnes sur les 3 millions qui sont éligibles aux audioprothèses à court terme. Alors, comment expliquer le renoncement aux soins dans ces pays? Il y a différentes causes, bien évidemment, qui sont donc tout d'abord la méconnaissance des effets du déficit auditif. Finalement, on n'en parle véritablement que maintenant, même si il y a déjà 10 ans, ces effets étaient connus, mais moins documentés par une littérature scientifique. Et donc, cette méconnaissance, elle engendre un déficit en termes de prévention primaire et d'information. Deuxième cause, il y a un dépistage insuffisant. Là, on renvoie à la prévention secondaire, dépistage même au fil de l'eau qui pourrait être réalisé dans les cabinets de médecins généralistes. Et cela conduit à un appareillage tardif de la part des personnes, d'autant plus tardif qu'il faut en général 7 ans de réflexion en France pour passer à l'acte de l'achat d'audioprothèses. Évidemment, le reste à charge qui peut être élevé dans certains pays comme en France est une véritable entrave à l'accès aux soins. Un reste à charge de l'ordre d'aujourd'hui, je vous le rappelle, de quasiment 1 000 € par appareil, soit 2 000 € pour 2 appareils. Et il va conduire à un renoncement fort pour incapacité à payer. Et enfin, donc, un suivi insuffisant, c'est quand même aussi un élément important fait par les audioprothésistes dans le temps, peut aussi finalement conduire à un abandon des audioprothèses dans leur tiroir. Et c'est un élément important auquel les pouvoirs publics doivent réfléchir quand ils vont donc éventuellement suivre les recommandations de l'autorité de la concurrence sur la tarification. Donc évidemment, cette situation de recours illégal va engendrer des pertes de chances importantes pour la population adulte et les personnes âgées. On est vraiment face à un problème à la fois d'efficacité, car on ne couvre pas les besoins. Donc la population ne voit pas satisfait ses besoins en termes d'appareillage, mais surtout on a un problème d'équité d'accès, puisque ce sont bien sûr les plus pauvres qui vont renoncer à s'appareiller. Alors, dernière question, puisque je regarde le timing, donc, que l'on peut se poser, un investissement public dans les soins auditifs vaut-il le coup? Eh bien, donc, je vais proposer une estimation pour la France au regard de l'accès aux audioprothèses, mais alors, encore une fois, une estimation très, très grossière, sur laquelle, évidemment, j'essaierai de travailler et que j'essaierai de sophistiquer par la suite. C'est un scénario extrême. Imaginons que d'aujourd'hui à demain, l'assurance maladie décide de couvrir intégralement le coût des audioprothèses. Est-ce qu'elle serait finalement gagnante ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, voici la logique sur laquelle on peut faire reposer notre scénario d'évaluation. Ce scénario donc vise à valoriser les années perdues en raison des incapacités si le déficit auditif n'était pas traité. Et puis ensuite, à estimer les coûts nets évités par une couverture parfaite des besoins immédiats. On prend comme norme la performance danoise, puisque j'évoquais tout à l'heure que c'était la cible à atteindre à court terme. Et on reprend en fait la méthode qui avait été développée par Shield en 2006, où on va considérer qu'il y a des pertes en qualité de vie qui dépendent de la gravité du déficit auditif, donc de modéré à très sévère. On prend comme référence l'année de vie en bonne santé, qui est celle de la Commission européenne pour l'environnement, à savoir 40 000 € pour une année de vie en bonne santé. Et enfin, on fait une estimation pour la France à partir des différentes données démographiques et de prévalence du déficit auditif. Alors, les principales estimations pour la population adulte et âgée, effectivement, le début figure déjà dans notre rapport de l'année dernière, nous permettait d'évaluer le fardeau du déficit auditif non appareillé à 23 milliards d'euros perdus en 2014. Et le coût annuel d'une socialisation complète des audioprothèses pour la population éligible, toutes choses égales par ailleurs, serait la suivante. Donc la population éligible, on l'a déjà dit, serait donc de 3 millions de personnes en France, à peu près la moitié de la population malentendante. On sait qu'en France, la durée de vie moyenne d'un appareil est de 6 ans. Le prix moyen d'une audioprothèse qui inclut le suivi, bien sûr, du patient durant 6 ans en moyenne est de 1 500 €. On retient comme taux d'équipement binaural 80%, qui est en fait la performance danoise. Encore une fois, en France, on a un taux un peu moindre, de l'ordre de 70%, qui illustre sans doute aussi le fait que certaines personnes s'appareillent d'une oreille, mais pas des deux, parce que c'est trop cher.
Enfin, donc, on peut calculer le coût d'appareillage direct annuel, simplement par un calcul très simple, qui nous permet d'évaluer ce coût à 1,35 milliard d'euros. Et enfin, on peut estimer le vrai coût, compte tenu du coût social des fonds publics, de cet appareillage à presque 2 milliards d'euros, donc 1,755 milliards d'euros. Donc, que signifie le coût social des fonds publics? En fait, si on considère que l'assurance maladie publique couvrait l'intégralité des audioprothèses, elle le ferait sur des fonds qui ont été prélevés et redistribués, ce qui est une activité coûteuse. Et on considère en généralement que 1 euro prélevé, donc 1 euro du moins redistribué, ça représente un coût de 1,3 euros. Voilà, donc le scénario. Alors, a-t-on finalement intérêt à investir dans les audioprothèses compte tenu de ce scénario? Eh bien oui, on voit que le rendement pourrait être élevé pour les fonds publics. Le retour donc sur investissement des fonds publics, si l'accès aux audioprothèses était parfait, c'est une hypothèse extrêmement lourde, je l'admets, puisqu'elle suppose en fait qu'on a donc une parfaite couverture de la population qui est très observante à 100%. Et en plus, dès lors qu'elle porte ses audioprothèses, parce qu'elle est très observante, son état de santé rejoint pratiquement l'état de santé des personnes sans déficit auditif. Donc là, c'est évidemment la critique qu'on pourrait faire à ce petit calcul. Mais ce petit calcul, en même temps, il ne va pas intégrer les coûts sociaux, qui sont difficiles à estimer, en tout cas de prime abord, et il ne va pas estimer non plus le coût de la mortalité prématurée. Alors, à quoi aboutit-on? Si on donc couvrait la population éligible, on économiserait au titre du fardeau 11,5 milliards d'euros. Alors, les coûts évités au regard des soins de santé seraient les suivants. On va faire une estimation fondée sur les analyses précédentes, à savoir celle de Follet, Simpson, de l'IRDES, qui estime à peu près à 30% de surcroît de dépenses associées au déficit auditif. Et si on considère que on a un quart de population adulte et 3/4 de population âgée, eh bien, on peut calculer finalement que ces coûts évités s'élèveraient à peu près à 5,25 milliards d'euros. On les majore du coût social des fonds publics et on obtient 6,825 milliards d'euros. Au final, si on fait le ratio entre les coûts évités d'une part et les coûts directs d'appareillage des audioprothèses, on obtient un ratio de 10,44. Alors qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que 1 euro investi va générer 10 euros gagnés au titre de la valeur sociale des incapacités et du coût supplémentaire des soins. Donc c'est un résultat fort dans le sens où, même s'il repose sur des hypothèses un peu lourdes, c'est un résultat qui a été aussi trouvé par une équipe anglaise qui incluait pour le coup les coûts sociaux. Et même si on ne prenait pas en compte le fardeau, donc le fardeau valorisé par les 40 000 euros, etc., de déficit auditif, si on prenait simplement les coûts évités grâce à l'appareillage, eh bien, on aurait déjà un rapport de 1 à 3. Donc, ne serait-ce que par ce simple calcul, on voit qu'il est tout à fait important de développer la prévention et d'investir dans les audioprothèses. Et donc, ce sera ma conclusion, puisque j'espère, avec cette petite démonstration rapide, avoir montré que le déficit auditif est un sujet majeur pour la politique de santé du prochain quinquennat, puisque les enjeux, on les connaît très bien maintenant. Les enjeux, c'est un fardeau tout à fait considérable qui a déjà été estimé par différentes institutions tout à fait sérieuses, et donc un fardeau très lourd pour toute la société, des inégalités très importantes en Europe et en France a fortiori, et un retour sur investissement qui sera de toute façon très intéressant, c'est certain. Donc les soins auditifs ont non seulement un impact favorable sur la qualité de vie pour un coût d'appareillage qui apparaît socialement soutenable au final, mais encore sera associé à des coûts évités substantiels pour toute la société. Et donc, pour finir, il convient de considérer le déficit auditif comme le sujet majeur ou l'un des sujets majeurs du futur plan d'action du prochain quinquennat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup Laurence Hartmann pour cette démonstration particulièrement claire, avec des chiffres particulièrement édifiants, qui, j'en suis certaine, ne manqueront pas d'interpeller les différents représentants des candidats à l'élection présidentielle, que j'invite dès à présent à venir me rejoindre sur scène. Merci beaucoup Laurence Hartmann. Alors, nous entamons la deuxième séquence de cette matinée à présent avec ce débat.
quelle place pour l'audioprothèse dans les programmes de santé des candidats à l'élection présidentielle? Et j'accueille, honneur aux dames, tout d'abord Joël Mélin, l'eurodéputé qui représente aujourd'hui... Alors, vous remarquez que nous sommes parfaitement à l'heure et parfaitement synchronisés avec les annonces du Congrès. Voilà. Donc, le président Godino sera ravi, lui qui souhaite qu'on soit très pointilleux sur les horaires. Donc, vous comprenez qu'on a intérêt à rester à l'heure jusqu'à la fin de cette séquence, sinon on sera interrompu par le gong du Congrès. Alors, je reprends mon propos. Donc, Marine Le Pen, à ce débat, est représentée par l'eurodéputé Joël Mélin. Je vous en prie, prenez place, madame. François Fillon est représenté, lui, par le sénateur Alain Milon. Je vous en prie. Et puis, Emmanuel Macron est représenté par le professeur Bertrand Boja. Je vous en prie, prenez place. Et puis, Benoît Hamon sera représenté par le professeur Alfred Spira, qui nous rejoindra en cours de route, puisqu'il est retenu par une intervention dans un autre colloque, et il est en route, à ce qu'on m'a dit. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Laurence Hartmann, 6 millions de Français, soit 9% de la population, sont aujourd'hui concernés par le déficit auditif. Seuls 2 millions de personnes sur les 3 qui pourraient être appareillées le sont. Donc c'est un sujet, on l'a bien vu, que l'on ne peut plus taire, d'autant qu'il représente un impact très considérable pour la société et que l'audioprothèse constitue le seul moyen le plus efficace de prévention du déclin cognitif. Si bien que la question du remboursement, de la prise en charge de l'audioprothèse a fait irruption dans le débat des élections présidentielles. Et c'est précisément pour faire le point sur ce que les uns et les autres proposent dans ce grand débat des élections présidentielles que les organisateurs de ce congrès ont tenu à vous inviter, mesdames, messieurs, les représentants des candidats. Alors je précise tout de suite, il n'y a que 4 candidats aujourd'hui sur ce plateau. Les organisateurs avaient invité bien évidemment plus largement et un nombre plus étendu de candidats, mais seuls ceux qui sont sur ce plateau ont tenu à déléguer des représentants. Donc ceci mérite d'être signalé. On n'est pas sur TF1. Voilà. Alors, chaque intervenant disposera d'un temps de parole de 5 minutes. Je précise les règles de ce débat. Donc 5 minutes pour exposer son programme. Puis ensuite, je vous relancerai les uns et les autres avec quelques questions très rapides pour préciser certains des aspects de ce programme. Et tout de suite, nous allons commencer avec vous, Alain Milon, pour les Républicains. Vous représentez François Fillon. Je rappelle que vous êtes sénateur du Vaucluse, que vous occupez un poste particulièrement important au Sénat et particulièrement stratégique pour le secteur de la santé, puisque vous êtes le président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Vous êtes maire adjoint de Sorgues, dans le Vaucluse. Et puis, vous êtes, il faut le rappeler, médecin de profession. Alors, je vous prie de bien vouloir rejoindre le pupitre qui est à vous pour 5 minutes pour nous exposer les grandes lignes de votre programme. Bien, tout d'abord, merci Président de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui et de pouvoir ainsi exposer un peu le programme, chacun pour nous évidemment, de notre candidat. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, tout d'abord de vous rappeler les fondements de la santé en France auxquels, donc avec François Fillon, nous sommes attachés et sur lesquels nous ne reviendrons pas. Nous sommes attachés à l'universalité de la sécurité sociale, à la liberté d'installation des professionnels, à la liberté du patient de choisir son professionnel et à la liberté de prescription. Vous êtes pour nous, évidemment, des professionnels de santé, et nous savons l'importance, et Mme Hartmann vient de le repréciser, pour la santé personnelle et pour la santé publique, des soins en matière d'audition. Importance sur la prévention, importance sur les complications cognitives, importance sur les complications d'isolement, d'accidents de vie, dont le coût pour la sécurité sociale est certainement plus élevé que le coût du traitement du déficit auditif. Je voudrais aussi vous rappeler d'autres choses. Nous ne sommes pas favorables, mais alors pas du tout, à l'ubérisation des métiers de santé.
Nous ne sommes pas favorables à la mise en place dans les supermarchés ou dans les hypermarchés de certains domaines de profession de santé, et je pense particulièrement, puisque j'ai fait le congrès d'officine il y a 15 jours ici même, aux pharmaciens. Nous ne sommes pas favorables à la déréglementation de certaines professions réglementaires, telles que ça avait été proposé dans la loi Macron, en particulier concernant les pharmacies. Nous ne sommes pas favorables à la mise en place des réseaux, tels ceux qui ont été constitués par M. Leroux, ancien ministre de l'Intérieur, pour les opticiens. Nous ne sommes pas non plus favorables à la mise en place d'une financiarisation effrénée, comme celle qui a été mise en place pour les laboratoires d'analyse médicale. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez très bien dit, Madame Hartmann, le renoncement aux soins en particulier de nombre de nos concitoyens pour votre activité est essentiellement dû à toutes les causes que vous avez mises en place, mais en particulier, évidemment, au reste à charge. Reste à charge, donc, qui est essentiellement dû à un déficit de remboursement fait par l'assurance maladie et accessoirement par les complémentaires. Accessoirement, plus tard, par les complémentaires. Je ne reviendrai donc pas sur la nécessité du soin dans le domaine de la presbyacousie, sur l'acte de soin que vous exercez et la prévention qu'il constitue pour d'autres accidents de la vie courante consécutifs aux problèmes d'audition. Vous êtes pour nous, et je le redis une fois encore, des professionnels de la santé, des professionnels du soin. Permettez-moi donc de revenir sur le reste à charge, trop élevé, cause de renoncement aux soins pour nombre de nos concitoyens. Le marché des audioprothèses est de l'ordre du milliard d'euros, sur lequel l'AMO interviendrait aux alentours de 137 millions d'euros. Il est donc nécessaire et urgent de réviser la nomenclature d'abord, qui chez vous aurait dû être révisée en 2006 mais n'a pas été depuis 1986. Le comité interministériel du handicap a fait des propositions qui nous semblent minimalistes, en tout cas sans données chiffrées. M. Macron a un objectif de reste à charge à zéro en 2022, les 10 référents régimes devant travailler ensemble, mais sans autre précision sur la façon dont ils doivent travailler. Nous vous proposons un travail en commun pour l'acquisition d'audioprothèses, dont on sait l'importance, entre l'assurance maladie, les OCAM, les organisations d'audioprothésistes, qui devraient permettre d'arriver à diminuer le reste à charge. Les recommandations du CIH sur la diminution du reste à charge devront être retenues et dans les meilleurs délais. Les OCAM seront appelés à proposer un meilleur remboursement et les audioprothésistes à proposer une offre d'accessibilité de qualité. Ce travail en commun et une meilleure articulation des rôles entre assurance maladie et complémentaires devrait évidemment être facilité par l'agence de garantie de la couverture solidaire des dépenses de santé proposée par François Fillon. Je voudrais ajouter à tout cela qu'une offre d'accessibilité disponible sur tout le territoire, dont le prix limite de vente serait défini en accord avec vous, nous semble indispensable. Que cela nécessite en effet une amélioration substantielle du remboursement AMO, dont le surcoût pour l'assurance maladie pourrait être, à mes yeux, largement compensé si nous faisons la chasse, en particulier aux soins redondants dans les hôpitaux. Les soins redondants dans les hôpitaux sont estimés par la Cour des comptes entre 1 milliard et 1,5 milliard. Une amélioration, comme je vous l'ai proposé, ou comme le propose M. Fillon, du reste à charge pour les soins auditifs, entraînerait un surcoût pour l'assurance maladie aux alentours de entre 100 et 150 millions d'euros. Ça fait 10% de ce que nous pourrions économiser en économisant les soins redondants. On peut donc y arriver facilement, en tout cas dans le cadre de cette mandature. Voilà, merci d'avoir tenu ces 5 minutes et merci pour cet exposé très clair. Alors, vous avez indiqué votre volonté à travers cette grande agence de mettre autour de la table tous les interlocuteurs, assurance maladie complémentaire pour améliorer le reste à charge et les professionnels. Donc concrètement, comment tout cela va-t-il s'organiser et quels seront les moyens mis sur la table, notamment au niveau de l'assurance maladie ? Concrètement, d'abord, il faut gagner les élections.
C'est peut-être le point le plus difficile actuellement. Ensuite, il faut évidemment gagner les législatives et à partir du mois de juillet, se mettre au travail par rapport aux lois rectificatives de finances et aux lois rectificatives de financement de la sécurité sociale en particulier. Et puis, il est proposé dans le programme de M. Fillon la mise en place d'états généraux de la santé. C'est-à-dire donc dès l'automne, la mise en place de travaux qui seront faits entre les organismes, tous les organismes concernés, et les syndicats, tous les syndicats et tous les professionnels concernés. Et dans le même temps, il doit y avoir, dans le cadre de ces états généraux, aussi la façon dont sera assuré, enfin, la réflexion sur la façon dont sera assuré le financement de la sécurité sociale. Vous savez très bien qu'actuellement, la sécurité sociale a un déficit pour 2016 de 7 milliards, 6 milliards, que le déficit pour 2017 prévisible par la ministre est de 450 millions, mais on ne retient pas dans ce déficit le fonds pour les personnes âgées, on ne retient pas dans ce déficit le milliard d'économie qui a été demandé aux hôpitaux, etc. Nous estimons donc que le déficit de la Sécu sera aux alentours de 7 milliards pour 2017. Il est donc nécessaire de réviser également les financements, les recettes. Est-ce que les recettes doivent toujours se faire sur les salaires, essentiellement, sur la taxation alcool-tabac par ailleurs, mais sur les salaires essentiellement, ou sur le travail? C'est une réflexion qui devrait être menée pour réduire le déficit de la sécurité sociale et pour arriver à l'équilibre rapidement. Dans le même temps, nous devons, comme je vous l'ai dit, faire la chasse au gaspillage et en particulier la chasse aux soins redondants. C'est important. Il est estimé, par exemple, que dans les soins redondants, les examens d'analyse médicale qui sont refaits systématiquement dans les hôpitaux lorsqu'un patient est hospitalisé pour problème constaté par son médecin généraliste représentent à peu près 350 millions d'euros. En imagerie médicale, les soins redondants en imagerie médicale représentent pas loin d'1 milliard d'euros. Si ces soins redondants n'étaient pas faits automatiquement, on économise beaucoup d'argent qui pourrait être remis dans d'autres soins, et en particulier les soins sur l'audioprothèse. Donc c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut mener, qu'on mènera à partir d'octobre, si nous avons la chance d'être élus, et qui devront amener à une révision complète de la façon dont on voit la santé sur le territoire national. Alors, autre élément, vous l'avez dit, il faudra jouer entre le régime d'assurance maladie et le régime d'assurance complémentaire, ce qui suppose peut-être aussi de regarder du côté des réseaux de soins. Et sur ce chapitre, comptez-vous regarder les réseaux de soins d'un peu plus près? Comptez-vous les encadrer? Comptez-vous faire quelque chose au niveau de la qualité? Je vous ai dit, je vous invite à regarder les débats qui ont eu lieu au Sénat sur les réseaux de soins, en particulier quand ils ont été mis en place pour l'optique. J'avais dit clairement que si on mettait les réseaux de soins en place, on organisait pour dans 10 à 15 ans le système qui a été organisé il y a 10 à 15 ans en arrière sur le commerce. Et qu'au bout du compte, ces réseaux de soins, une fois mis en place, on aurait des centrales d'achat, centrales mutualistes ou centrales d'organismes complémentaires qui imposeraient leurs tarifs, leurs prix et leur système de santé. Il faut donc non seulement réfléchir à ces réseaux de soins, mais à mon avis, et je crois que M. Fillon est d'accord sur le sujet, arrêter ces réseaux de soins et revenir à ce que ce soit l'assurance maladie elle-même qui soit l'interlocuteur de l'ensemble des professionnels de santé sous l'égide et sous la responsabilité du ministère de la Santé. Et par ailleurs, au niveau du ministère de la Santé, il y a X directions différentes, DGS, DGOS, DSS. Une seule direction suffirait largement pour rendre beaucoup plus efficace le travail. Très bien, merci beaucoup. Vous avez tenu les 10 minutes parfaitement. Merci beaucoup. À présent, nous allons donner la parole à Joëlle Mélin pour le Front National, Rassemblement Bleu Marine, qui représente aujourd'hui donc Marine Le Pen. Elle est membre du bureau politique du Front National depuis 2001. Elle est eurodéputée depuis 2014. Elle est conseiller municipal et conseiller d'agglomération d'Aubagne. Et elle est médecin rééducateur. Madame, la tribune est à vous pour 5 minutes. Oui, merci beaucoup de cette invitation.
et l'occasion de présenter les grandes orientations de Marine Le Pen. Pourquoi grandes orientations? Parce que, une fois aux affaires, il faudra d'abord faire les comptes et nous ne savons pas du tout ce que nous allons trouver. À partir de là, il faudra être réaliste et pragmatique. Pour autant, peut-être continuer de me présenter un petit peu ma formation. Je suis gériatre de formation. Je l'ai été longtemps en maison de retraite et je suis médecin de rééducation et expert judiciaire. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que cela me donne une vision assez particulière, qui est celle de déplorer complètement le partage des genres qui a été fait dès la création de la sécurité sociale, avec l'œil, la dent, l'oreille et l'orthèse délégués à 70% à des organismes autres que le régime général. Cela est toujours vrai à l'heure actuelle et c'est l'explication de la création des réseaux de soins qui sont tout à fait dans la même filière. Dès lors, que ce soit la dentisterie, que ce soit l'audioprothèse, l'optique et bien entendu la spécialité médicale qui est en charge avec nos confrères médecins, spécialistes, médecins ou chirurgiens, ou nos confrères chirurgiens dentistes, et dans les cas de figure complémentaires des médecins de rééducation, chacun a fait son chemin seul. Et en tant que médecin de rééducation, j'ai toujours regretté que l'on n'ait pas une grande spécialité qui nous permette de travailler tous ensemble. En tant que rééducateur, j'ai passé mon temps, lorsqu'une rééducation du rachis ne marchait pas, à envoyer faire une rééducation orthoptique ou aller faire un bilan auditif, si vous voulez, dans la mesure où il y avait parfois des interactions, de même en expertise judiciaire, des hypoacousies étaient liées à des traumatismes rachidiens. Nous aurions dû donc tous travailler ensemble, et ce travail en équipe, je le souhaite, et je demande fortement à notre présidente de bien vouloir envisager que nous soyons maintenant dans un véritable cadre de travail d'équipe. Ceci dit, il apparaît aujourd'hui que, effectivement, cet isolement a fait que l'audioprothèse a avancé seule. Il faut dire aussi que les audioprothésistes ne sont pas très nombreux numériquement et que, d'autre part, le poids de l'audioprothèse remboursé par la sécurité sociale reste relativement faible. Mais la contrepartie, bien entendu, c'est ce dont nous parlons depuis ce matin, c'est le fameux reste à charge. Alors, il est clair qu'il est inadmissible, puisque la gériatre que je suis pourrait, madame, éventuellement échanger volontiers avec vous, parce que, très évidemment, la non prise en charge de la vision, de l'audition, de la déglutition, de la mastication, de la déglutition et bien entendu de la mobilité est évidemment un signe de vieillissement et évidemment une source de perte des possibilités psychocognitives. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Il est inadmissible que l'on soit arrivé à cette situation aujourd'hui. Il est inadmissible, tout simplement, que vos publications brillantes n'arrivent qu'à un moment donné où, véritablement, on s'aperçoive que la population française précarisée n'a plus vraiment accès aux soins. Parce qu'il y a aussi ce phénomène de précarisation, de paupérisation de la société qui fait apparaître encore plus cruellement ces difficultés d'accès aux soins. Alors, tout ça pour dire que, très probablement, nous envisagerons, c'est même pas très probablement, c'est nous envisagerons une prise en charge de la sécurité sociale directe et non par le biais de complémentaires bien meilleurs. Cela se fait sans discussion et nous n'avons pas besoin de preuves comptables majeures pour pouvoir dire que nous le ferons. Cela sera quand même accompagné de bilans de dépistage. Je crois que le dépistage, et on sait qu'en audioprothèse, vous êtes bien meilleur juge que moi, avec nos confrères ORL, pour dire, avec nos, ORL, je dis bien, mais aussi dans certaines spécialités complémentaires, de pouvoir dire que si on fait du dépistage, on n'aurait pas autant de problèmes d'adaptation des appareils, et que la mauvaise réputation et le renoncement ou le retard à aller se faire appareiller vient évidemment du fait que l'on n'a pas fait des dépistages, en particulier des dépistages précoces. Nous proposons un dépistage tous les 2 ans, passé 40 ans, éventuellement plutôt pour les populations particulièrement professionnelles exposées. Maintenant, nous avons aussi le problème des jeunes qui sont exposés à des décibels beaucoup trop élevés, et là aussi, nous avons un problème important. Cette prévention, elle sera donc tout au long de la vie, et plus particulièrement passé 65 ans. Pour autant, on n'aura pas tout réglé. On n'aura pas réglé, d'une part, votre métier, les caractéristiques de votre métier, votre lettre clé, votre part de rémunération pour l'art que vous apportez et votre savoir-faire dans ce métier, et on n'aura pas réglé un autre problème, mais qui était évidemment sous-jacent
à cette décision de 1946 qui est l'annexe de votre métier, qui est donc l'appareillage, qui lui est totalement privatisé. Concernant votre métier, il est évident que vous devez être pris en charge à hauteur bien supérieure de vos honoraires actuellement. On ne peut pas avoir une non-rémunération, une non-augmentation depuis maintenant 30 ans sans que ce soit parfaitement, non seulement inadmissible, mais inconcevable quand on sait les données économiques actuelles. Donc évidemment, revalorisation. Vos études, il me semble qu'elles sont satisfaisantes, il n'y aurait pas forcément à y redire. Joëlle Mélin, le temps s'écoule. Alors j'ai terminé. Voilà. Et je finis rapidement. Votre profession, elle, donc, va être mieux rémunérée. Et je pense, mais peut-être pourriez-vous me poser la question sur l'industrie de la prothèse, sa production et le fait que nous n'en ayons aucune en France. Merci, merci. Alors je vous en prie, venez vous asseoir et on a quelques questions à vous poser. Alors, vous parliez tout à l'heure d'améliorer l'accès à l'audioprothèse. Comment comptez-vous vous y prendre si vous accédiez au pouvoir ? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Il faudra impérativement avoir un meilleur remboursement, c'est-à-dire un moindre reste à charge, évidemment, mais probablement dans le cadre d'une meilleure prévention, puisqu'on s'aperçoit que le gain de cette prévention, le gain d'un meilleur appareillage précoce, sera tout à fait proportionnel aux études que Madame a fait apparaître. Et à partir de là, les économies, mais de la même façon que Monsieur Milon, mon cher confrère, le proposait, avec cette petite remarque, que ne l'avez-vous fait plus tôt quand vous étiez aux affaires ? Nous faisons bien entendu des économies dans d'autres domaines, nous en avons parlé dans d'autres cas de Alors, figure. juste pour être très clair, pour vous, la prise en charge de l'audioprothèse, c'est une prise en charge 100% assurance maladie, c'est cela ? Peut-être pas 100%. De 100% n'est pas forcément une bonne idée. On le voit avec les prises en charge intégrales. Il y a parfois une petite déresponsabilisation. Une participation ne me semble pas inadmissible. Pour autant, effectivement, une bien meilleure rémunération véritablement de ce coût permettrait d'avoir des remboursements qui seraient de l'ordre probablement de plus de 50 à 60%. Alors tout à l'heure, vous vouliez ajouter un mot sur l'industrie de l'audioprothèse. Je vous laisse la parole. Oui, voilà, je le prends maintenant. Oui, il vous reste 2 minutes. Il est tout à fait regrettable que nous n'ayons pas d'industrie française dans ce domaine, que la totalité des distributeurs soient étrangers, mais les unités de production dans des pays à bas coût. Tout cela est très regrettable. Reste le problème aussi des intermédiaires. Donc tout cela fait un marché qui est déséquilibré, mais c'est exactement le même problème que pour la dentisterie ou la lunetterie. Le cœur de métier qui est le vôtre est complètement écrasé par une énorme machine commerciale, et nous sommes là dans un système purement commercial, ce dont M. Milon parlait tout à l'heure. La commercialisation, elle était prévue dans ce partage par le biais de la privatisation par les mutuelles. Donc nous sommes dans un système de déréglementation que nous souhaitons arrêter, bien évidemment, et de la même façon, nous sommes opposés au réseau de soins. Donc ça veut dire, juste un dernier point, vous parlez de déréglementation, je profite du fait que vous êtes eurodéputé, donc justement vis-à-vis de Bruxelles, vis-à-vis de l'Union européenne, qui a tendance à vouloir faire basculer la santé dans le consumérisme, la consommation, là vous agirez aussi à ce niveau-là, si vous êtes élu, pour conserver la santé dans le secteur de la santé et pas dans le secteur de la consommation ? C'est mon travail quotidien à l'Europe, je suis à la Commission Emploi et Affaires sociales. Vous n'imaginez pas les dossiers qui nous passent dans les mains, vous n'imaginez pas ce qui apparaîtra dans 2, 3, 4 ans lors de la mise en application de ces directives dans le droit français. Nous allons vers une dérégulation absolue. C'est d'ailleurs la totalité des plans de M. Macron dans la loi Macron, mais aussi dans la loi El Khomri, qui est en fait compte une loi Macron bis, qui prévoit la déréglementation et l'ouverture à tout vent des marchés où les vrais professionnels, ceux qui sont au cœur du métier, c'est-à-dire vous, se retrouvent être pratiquement que des acteurs mineurs au profit d'un système consumériste qui ne revient pas aux patients et à nos concitoyens, et qui plus est financé par de l'argent public, ce qui est là pose un véritable problème de conception du système. Merci beaucoup, Madame Mélin. À présent, vous avez tenu votre temps de parole. À présent, nous allons donner la parole à Bertrand Bojat pour En Marche. Vous représentez Emmanuel Macron. Vous êtes professeur d'ORL à l'hôpital Tenon à Paris.
Vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, membre de la Société française d'ORL, et vous êtes issu de la société civile, on peut le dire ainsi, puisque vous n'aviez jusqu'à présent eu aucun engagement dans la vie politique. Alors la parole est à vous, Bertrand Baujas, pour 5 minutes. Merci beaucoup, je vous remercie de votre invitation. Donc moi, effectivement, je suis ORL à Paris, je suis PH en ORL à Paris, certains me connaissent, j'ai un peu plus l'habitude de manier le bistouri que l'audiomètre, mais néanmoins, ça me permet de profiter de cette occasion pour souligner toute l'estime que je porte à votre profession et la qualité de la collaboration qu'on a très régulièrement en maintes occasions, et puis la complémentarité de nos compétences au service de nos patients. Donc c'est quelque chose que j'ai le plaisir de dire. À côté de ça, effectivement, je suis un simple citoyen, je ne suis pas du tout un homme politique, j'ai absolument aucune expérience de la politique jusque-là, mais simplement je me reconnais dans aucun conservatisme, ni de droite ni de gauche. Et puis je voudrais, dans ces périodes de campagne électorale un peu troublées, où on ne sait pas trop où on va, je voudrais que mon pays sorte de l'ornière dans lequel il stagne depuis trop longtemps. Et pour ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Il faut avoir de la franchise, il faut du courage, mais pas de l'obstination. Et puis, il faut du réalisme économique et de l'ouverture d'esprit. Alors, c'est tout ça que j'ai cherché et trouvé dans le mouvement En Marche. Et parce que c'était une opportunité un peu unique et limitée dans le temps aussi d'apporter ma contribution sur des enjeux de santé publique qui sont importants et que va affronter le prochain gouvernement. Alors, je pensais faire un petit discours un peu plus général sur le programme santé d'Emmanuel Macron. Je vais aller assez vite parce que le temps est un peu plus compté que ce que je pensais. En gros, en France, le système de santé était considéré en 2005 par l'OMS comme l'un des meilleurs du monde, le meilleur du monde. Mais où on en est aujourd'hui? On doit évoluer. Il faut révolutionner la prévention. La prévention, c'est le maître mot du programme d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'il veut que les étudiants en santé fassent une sorte de service national sanitaire, qu'ils aillent dans les écoles, expliquer les méfaits du tabac. Il y a une politique très ambitieuse de suppression du tabac pour les jeunes, d'une génération sans tabac. Il souhaite que ces étudiants en santé aillent dans les EHPAD, faire du dépistage de troubles auditifs, de troubles visuels, et puis l'évaluation dentaire. Révolutionner la prévention, c'est se donner le moyen d'atteindre ces objectifs très très ambitieux. Je vous disais, la première génération sans tabac, en France, il y a un tiers des gens, de la population de 12 à 75 ans qui fument. Et la moitié de ces fumeurs vont en mourir. Le tabac, ça rapporte 10 milliards par an à l'État, mais le coût social du tabac, il est bien plus important que ça. Donc, c'est absurde, c'est une situation absurde qui ne doit pas durer. Il faut vraiment travailler dans ce sens. Alors, révolutionner la prévention, c'est pas d'abord mener des grandes campagnes étatiques, c'est faire confiance aux instances locales, aux associations et aux professionnels. Et puis, pour ça, il faut encourager et rémunérer les professionnels pour des actes de dépistage et pour remplir ces objectifs de santé publique. Alors, il faut que j'aille beaucoup plus vite. On doit évoluer aussi, on doit transformer l'hôpital. L'hôpital est au cœur de notre système de santé. Il a trop souffert des 35 heures et la tarification de l'activité est trop prépondérante. Alors que, justement, ces autres missions ne sont pas assez valorisées. On doit décloisonner l'hôpital. On doit permettre aux praticiens du privé de venir y travailler. On doit lui donner plus d'autonomie. L'hôpital, il est moins attractif qu'avant pour les praticiens spécialistes. Il faut leur permettre d'exercer une activité libérale à l'hôpital. C'est comme ça qu'on fait venir des bons professionnels, des bons chirurgiens notamment. Les groupements hospitaliers de territoire, ils doivent se dynamiser. Ils doivent intégrer dans leur coordination de l'offre de soins libérale aussi. Et on doit faire évoluer les structures actuelles en fonction des besoins du territoire. Parce qu'il faut de l'égalité d'accès aux soins. Il faut lutter contre ces inégalités. Alors la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est un vieux lieu commun. Emmanuel Macron, il propose un cadrage global de l'ONDAM, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, à 2,3% en 2018-2022. Et un plan d'investissement dans l'hôpital, l'innovation médicale, de 5 milliards d'euros.
L'enjeu de la dépendance est majeur, il faut investir en conséquence. Alors si on passe sur les audioprothèses, Laurence Hartmann a fait un excellent talk et ça me permet de... Voilà, je ne reviendrai pas dessus. 1 million de personnes malentendantes potentiellement à appareiller. Quel formidable défi pour vous, quel formidable défi pour nous. Donc c'est un magnifique objectif de santé publique qui en plus est censé économiser de l'argent à l'État. Donc évidemment on est absolument sur cette longueur d'onde. Emmanuel Macron a été un des premiers à donner cet objectif de 100% de couverture en 2022 et on s'y tiendra. Alors, j'en ai presque fini. Il est bien clair que... Rapidement, parce que là, vous dépassez vos 5 minutes, s'il vous plaît. Absolument. Un mot, et puis... Justement, un mot et on y va. Un tout petit dernier mot. On a bien compris que le prix de l'audioprothèse, le reste à charge, qui est beaucoup trop important aujourd'hui, ce prix-là inclut votre compétence, et on sait que l'observance est excellente en France grâce à votre compétence. Il n'est pas question de remettre ça en cause. Vous avez un monopole. Il n'est pas question de déréglementer. L'audioprothèse, elle est plus chère en Allemagne, c'est pas parce que vous la vendez plus cher, c'est parce qu'il y a un reste à charge plus important. On est bien conscient de ça, et il va falloir des discussions avec les assurances maladie, avec les professionnels, et on pourra revenir un petit peu plus en détail si vous souhaitez m'interroger là-dessus. Je vous remercie. Merci, venez nous rejoindre, et j'en profite pour saluer l'arrivée du professeur Spira, qui représente Benoît Hamon. Alors, Bertrand Boja... Emmanuel Macron a expliqué lors de ses différentes déclarations qu'il comptait effectivement solvabiliser l'audioprothèse d'ici la fin de son quinquennat, s'il était élu en 2022. Comment va-t-il s'y prendre ? Alors, ça marche, ça ? Il faut qu'il y aura des discussions, évidemment, avec les assurances, sur des contrats clairs, sur des contrats lisibles pour les patients, sur des contrats sur la mutualisation des risques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas des contrats qui donnent d'un côté pour les plus donnants des conditions de remboursement exceptionnelles et des contrats en bas de l'échelle qui ne remboursent rien. Il y aura évidemment des discussions avec les professionnels. Il faut anticiper sur cette augmentation de la demande, il faut adapter les effectifs, il ne faut pas faire comme pour les médecins, il ne faut pas se réveiller 5 ans plus tard en augmentant tardivement et de façon excessive le numerus clausus. Il faut une augmentation progressive en anticipant sur les besoins du marché. Il faut évidemment il y aura forcément une discussion sur les tarifications, sur la durée du suivi, sur la tarification du suivi. Et puis il faut une action aussi auprès des réseaux sans vouloir vous livrer aux assureurs. Il n'est pas question de ça. On doit vous faire confiance, on doit vous garder. Il est hors de question de remettre en cause votre monopole. Là, si je peux me permettre, vous faites plus confiance au réseau qu'aux professionnels. Non, le réseau, il n'est pas question de vous livrer au réseau. Mais si le réseau est un moyen de fédérer, de diminuer les prix, ce sera un moyen utilisé. Mais il n'est pas question de donner trop de place et trop d'ampleur à ces réseaux. La discussion, elle devra se faire avec les professionnels en premier lieu, dans un climat de confiance et de pragmatisme. Donc l'objectif, c'est une diminution des prix par l'augmentation du numerus clausus et par une augmentation de la concurrence. C'est bien cela ? Non, c'est pas. Non. Je ne crois pas que l'augmentation du numerus clausus diminue les prix. Je pense que l'augmentation du numerus clausus, d'abord, qui doit être progressive, adaptée, il n'est pas question d'ouvrir massivement les écoles d'audioprothèse. Il faut s'adapter à potentiellement 1 million d'apparillages en plus. Et il faut l'anticiper parce que sinon on se retrouve dans des situations comme avec la médecine de pénurie. C'est tout. C'est pas un levier financier l'adaptation des effectifs. D'accord. Qui doit effectuer la régulation du secteur ? C'est une bonne question. Écoutez, le secteur, il s'autorégule. De toute façon, si on dépisse, si on a plus de demandes, voilà, il y aura une offre, il y aura une demande. Évidemment que lorsqu'on a une situation de monopole, on a des droits et il est hors de question, encore une fois, de remettre en question ce monopole. Mais il y a aussi des devoirs. Il faudra s'adapter, il faudra des discussions collégiales pour réguler les tarifs et diminuer le reste à charge de la population, ce qui est l'objectif principal, bien entendu. Alors, on a vu qu'Emmanuel Macron avait pris aussi des positions qui tendent à effectivement stimuler la concurrence. Certains ont parlé d'ubérisation. Mais
Aujourd'hui, il y a un débat, Laurence Hartmann l'a évoqué tout à l'heure, avec l'autorité de la concurrence, qui tendrait à vouloir exposer le secteur de l'audioprothèse au secteur concurrentiel davantage qu'au secteur de la santé. Vous, quelle est votre position sur ce sujet ? Moi, je n'ai pas de position sur ce sujet. Mon objectif, c'est que la population malentendante, le taux de couverture soit meilleur, que le reste à charge soit diminué, le tout dans un pragmatisme économique. Vous outrepassez mes compétences et je serai pas, c'est pas moi qui vais décider de ce genre de choses. Il y aura une discussion collégiale avec tous les professionnels considérés sur ce terrain-là. Très bien, merci Bertrand Boja. Alors, nous allons à présent donner la parole à Alfred Spira pour le Parti socialiste. Vous représentez aujourd'hui Benoît Hamon. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine épidémiologiste, spécialiste des liens entre la santé et l'environnement. Vous avez travaillé à l'INSERM, vous êtes professeur honoraire de la faculté de médecine de l'Université de Paris-Sud et vous avez été de 2000 à 2007 conseiller du maire de Paris dans le domaine de la santé publique. La parole est à vous pour 5 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup. Merci Louise Godino pour votre gentille invitation. Je suis désolé d'arriver si tard, mais je viens de notre réunion sur les questions d'éducation pour la santé, qui sont aussi très importantes. Je suis ici pour le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, pour défendre la candidature Benoît Hamon. Et si vous voulez, vous avez sur Internet le programme santé de Benoît Hamon, avec les 27 mesures qu'il propose. Alors, le programme de Benoît Hamon, il est basé sur des valeurs. Ces valeurs, c'est d'abord la lutte contre les inégalités sociales de santé, et bien entendu la discussion sur le prix de mise sur le marché des audioprothèses est un sujet extrêmement important, puisqu'on sait qu'il y a là une très importante source d'inégalités sociales de santé. Deuxième valeur du programme de Benoît Hamon, c'est la solidarité. Et en ce qui concerne les audioprothèses, comme tous les biens de santé d'ailleurs, on sait que seule la mutualisation des coûts nous permettra de lutter contre les inégalités et d'arriver à des taux d'équipement qui favorisent le bien-être de la population. La troisième valeur, c'est la place centrale de la puissance publique dans l'ensemble des questions, en particulier sur les thèmes de santé. Et bien entendu, en ce qui concerne la question des audioprothèses, il n'est pas question que la puissance publique abandonne sa place centrale à je ne sais quel être virtuel que constituerait le marché. Donc il faut prendre ses responsabilités, et que chacun prenne ses responsabilités. Vous êtes des professionnels, vous les prenez, l'État prendra ses responsabilités. Alors si on va dans le détail, maintenant très rapidement, je vais raisonner en flux, si vous le permettez. J'étais venu il y a 1 an vous présenter des données épidémiologiques sur les audioprothèses. En flux, le consensus est qu'il y a en France à peu près 3 millions de personnes à équiper, avec des appareils dont la durée de vie, non pas moyenne, plutôt maximale, mais pas tout à fait, est à peu près de 6 ans. Ça fait 500 000 personnes par an. S'il y a 2 appareils par personne, ça fait à peu près 1 million d'appareils par an, peut-être un tout petit peu moins, parce que c'est seulement 3 personnes sur 4 qui sont équipées de 2 oreilles, mais pour simplifier, on va prendre 1 million de personnes par an, puisqu'on est dans les estimations au doigt mouillé. Le prix de vente au client est de 2 fois 1 500 €, le prix de vente moyen, donc 3 000 €. Le remboursement de la Sécu, c'est 120 € par appareil, les mutuelles 450, ça fait 570 € de remboursement, donc 1140 pour 2 appareils. Donc le reste à charge moyen est de 1 960 €, donc 2 000 €. Voilà, je m'excuse, vous connaissez parfaitement et mieux que moi ces données, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on discute. Alors, dans le prix de vente à 1 500 €, il y a en fait 2 choses. Il y a le prix de l'appareil, des audioprothèses, et le prix de la mise en place et du suivi. Alors, j'ai beaucoup travaillé les jours derniers pour avoir des estimations du prix des appareils eux-mêmes. J'ai trouvé une référence, je ne sais pas si vous la partagez tous, mais enfin c'est le rapport du Conseil de la concurrence. Et puis, voilà, on a consulté toutes les sources qui étaient à notre disposition, y compris des personnes. Et ce que j'ai trouvé, c'est que le prix de fabrication, d'après le Conseil de la concurrence, est de 150 € par appareil. Le prix
d'achat par le prothésiste est de 450 € pour les hauts de gamme, puisque c'est entre 150 et 450, donc on va se situer dans le haut de gamme. Je considère que le prix de vente est à peu près de 500 € par appareil, soit 1 000 € pour 2 appareils. Donc entre 3 000 € et 1 000 €, il y a 2 000 €. 2 000 € c'est le suivi. Le suivi, c'est à peu près 15 visites en 5 ans. 3 visites au moment de la mise en place, puis une visite tous les 6 mois pendant 6 ans, excusez-moi. Voilà. Donc 15 visites à 2 000 €. Moi, j'ai juste fait une division et ça fait 133 € la visite. Je vous rappelle que le prix de la consultation chez le médecin généraliste est à 23 €, mais peut-être n'est-ce pas comparable. Alors, sur ces bases-là, comment avancer ? Une première piste, c'est de dissocier la vente de l'appareil du suivi. Vente de l'appareil est mise en place, ça c'est un bloc. Quand vous achetez une voiture, la première visite est incluse dans le prix. On vous dit qu'elle est gratuite, mais bien sûr on la paye. Et ensuite le suivi. Alors on nous dit que si le suivi est dissocié, les gens ne vont pas bien se suivre. Voilà, Darty a inventé les contrats de confiance. Je suis sûr que les audioprothésistes peuvent faire preuve d'imagination ou qu'on peut le faire ensemble. Peut-être que ce coût de la visite à 133 €, vous le contesterez, on en discutera, mais en tout cas, peut-être pourrait-il faire l'objet d'une négociation conventionnelle. Ça nécessite la mise en place d'une régulation. Régulation entre la puissance publique, ici, en première ligne, c'est l'assurance maladie, les assurances complémentaires et la profession. Et je suis sûr qu'il y a matière à discussion. En tout cas, dans les propositions de Benoît Hamon, il est certain que pour diminuer le reste à charge, un investissement de la puissance publique peut être réalisé, il peut être important, et il peut aller jusqu'à, par exemple, 200 € par appareil, ce qui représente 400 €, mais qui concernerait, bien entendu, la vente de l'appareil et puis le suivi. Alfred Spira, juste une remarque, vos 5 minutes sont écoulées. J'ai vu. Donc il faudrait... Je termine. Merci de venir nous rejoindre. Je m'excuse, mais si vous ne m'aviez pas interrompu, j'aurais terminé. Donc il faut négocier sur cette base-là. Troisième piste, c'est que le marché est très restreint et on peut négocier l'augmentation de ce qu'on appelle, moi j'appelle le numerus clausus, mais en tout cas d'audioprothésistes formés pour élargir le marché. Et puis dernière possibilité, j'ai vu qu'elle a été discutée tout à l'heure, c'est la constitution de réseaux qui permettent de rationaliser la vente et le suivi entre les professionnels et les structures de financement de la santé. Je vous remercie. Merci. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Professeur Spira, venez vous asseoir. Venez nous rejoindre. On va poursuivre cet échange. On a quelques précisions à vous demander. Donc, vous avez évoqué, comme le représentant d'Emmanuel Macron tout à l'heure, la possibilité d'élargir le numerus clausus. On a vu que dans d'autres professions, l'élargissement du numerus clausus, ça a conduit plutôt à une augmentation des tarifs. Est-ce que vous ne redoutez pas ce type d'effet chez les audioprothésistes ? Oui, mais bien entendu, élargir le numerus clausus, ça ne veut pas dire créer des effets d'aubaine. Il faut que ça soit correctement régulé. Encore une fois, ça fait l'objet de négociations conventionnelles avec l'assurance maladie obligatoire et complémentaire et avec l'État, de façon à ce que l'augmentation de l'offre ne se traduise pas par une inflation, ce qui est le cas dans de très nombreux domaines. Ça se négocie, ça se prépare à l'avance. Vous avez également évoqué les réseaux de soins. Le gouvernement, la majorité actuelle, a conforté les réseaux de soins, notamment avec le projet de loi Leroux. On attendait une évaluation des réseaux de soins. C'était inscrit d'ailleurs dans ce texte de loi. Et puis dans d'autres lois de financement de la sécurité sociale, on n'a pas encore vu cette évaluation des réseaux de soins. Est-ce que vous imaginez réguler ces réseaux de soins ou en tout cas les encadrer ? Alors l'évaluation, je ne l'ai pas plus que vous, je n'ai pas plus de secrets que vous. Bien entendu, une régulation, j'ai dit, la place centrale de la puissance publique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser le marché, encore une fois, réalité virtuelle en ce qui me concerne, piloter quelque chose. Donc une régulation, mais cette régulation, c'est une concertation. Et pour moi, cette concertation, elle doit associer les professionnels, bien entendu, les usagers, les représentants des usagers, qui sont complètement absents
ou pratiquement complètement absent du débat, et les organismes financeurs, cette négociation chapeautée par la puissance publique, voilà, en l'occurrence le ministère de la Santé, accompagné de la HAS en ce qui concerne l'évaluation des réseaux. Mais on ne peut pas laisser les choses en l'état. Une place centrale de l'assurance maladie, ça suppose qu'il y ait peut-être une affectation de moyens supplémentaires à l'assurance maladie. Oui. Quelles sont vos propositions dans ce domaine? On a vu que au cours du quinquennat qui vient de s'écouler, la majorité actuelle avait plutôt resserré les taux sur les dépenses d'assurance maladie. Donc, quelles sont les propositions sur ce sujet? Alors, très clairement, on est tout à fait conscient de l'effort qui a été fait, qui a ramené le déficit de l'assurance maladie au niveau où il est, c'est-à-dire beaucoup plus bas qu'on l'a trouvé il y a 5 ans. Mais cet effort sur l'ONDAM en général a été extrêmement contraignant, et on sait que le système de santé en souffre beaucoup. Donc, dans le programme de Benoît Hamon, et ceci est budgété, nous mettrons en place une relance du financement du système de santé qui portera sur les carrières, sur les recrutements et sur les conditions de travail dans le domaine public et dans le domaine privé, c'est-à-dire à l'hôpital et en médecine ambulatoire, y compris pour les médecins généralistes, bien entendu. Ça, il faut alimenter le système, ça coûte des sous, donc il faut mettre des sous dans le bastringue pour qu'il fonctionne. Et bien entendu, je vous ai dit un ordre de grandeur en ce qui concerne les appareils, là, c'est à peu près 200 euros par appareil, donc vous n'avez qu'à multiplier par le nombre de millions d'appareils et vous aurez le montant auquel nous estimons, c'est-à-dire 200 millions, nous estimons que 200 millions seront nécessaires, mais ça veut dire que dans une négociation, il faut que tout le monde fasse des pas. Donc, que la profession, effectivement, et je sais qu'elle y est prête, puisque la profession demande une régulation, que la profession fasse des pas de son côté. Et comme ça, moi, je n'annonce pas 0% de reste à charge, parce que ça, c'est un slogan, mais une diminution importante et surtout une lutte contre les inégalités, c'est-à-dire que tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, puisse avoir accès aux appareils de la qualité auquel il a droit pour préserver son bien-être, parce que les audioprothèses, ça contribue au bien-être et à la santé. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parfaitement rempli le temps de parole qui vous était imparti. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Restez sur ce plateau. J'ai demandé à présent à Christian Saoud de bien vouloir nous rejoindre afin qu'il nous dise de son point de vue, je vous en prie, prenez place, afin qu'il puisse nous dire de son point de vue de patient sa lecture de cette séquence. Donc je rappelle que Christian Saoud est une personnalité associée à la section des affaires sociales et de la santé au Conseil économique et social et environnemental, et que pendant longtemps, il a été et il reste la voix et le visage des patients à travers le CIS qu'il a vraiment contribué à populariser. Christian Saoud, vous êtes le grand témoin de cette matinée très politique. Et tout d'abord, donc, quel regard, alors première question, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'audioprothèse ? Je pense que je n'aurais pas grand-chose de mieux à dire que ce qui a été présenté dans les travaux universitaires en tout début de session. On voit bien que c'est une difficulté sanitaire, on voit bien que c'est une difficulté de société, on voit bien que c'est une difficulté d'inclusion sociale. Ce qui se joue derrière le fait de ne pas entendre, c'est aussi de ne pas être dans la société, donc c'est aussi un problème d'inclusion sociale, c'est un problème de cohésion sociale pour l'ensemble de la nation. On a les conséquences ravageuses de l'absence de réponse au déficit d'audition. Je crois qu'elles ont été bien exposées. Je ne vais pas en rajouter là-dessus. C'est une catastrophe sanitaire, une catastrophe sociale. Et voilà, il faut avoir conscience de ça. Je crois que c'est bien qu'on arrive à donner un peu d'épaisseur chiffrée à tout ça, parce que pendant longtemps, on est resté un peu sans données. Et l'espérance que j'aurais, au fond, c'est dans un monde où on vous dit assez souvent « prouvez-le » et où on essaie de rentrer dans le cercle de la raison avec des chiffres, au moins on entend ces chiffres, quoi. Puisqu'on dit toujours aux patients « mais vous savez que vous plaindre » et puisque maintenant on documente l'épaisseur de la plainte, on peut se dire peut-être qu'on va avoir une réponse politique qui sera à la hauteur de l'attente.
Bien, alors vous avez vu que parmi les solutions qui ont été apportées pour améliorer l'accès à l'audioprothèse, il y a différentes solutions et différentes options. Vous, estimez-vous qu'il faille privilégier plutôt l'assurance maladie, plutôt les complémentaires santé? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que patient, comme réponse? Je crois que ça, c'est pas le sujet des patients, c'est pas le sujet des citoyens. Pour l'essentiel, ils ont tous deux supports, un support d'assurance maladie obligatoire et un support d'assurance maladie complémentaire. Il reste effectivement quelques personnes qui sont sans couverture. Il y a un gros défi à relever, notamment parce que l'accord national interprofessionnel a bouleversé un certain nombre des conditions sur la complémentaire et tire un peu les choses vers le bas. Donc il y a un vrai sujet qu'il faut par ailleurs savoir traiter. Mais globalement, nos concitoyens le savent très très bien aujourd'hui. Pour être bien couvert, il vous faut l'assurance maladie de base et il vous faut l'assurance complémentaire. Donc maintenant, si dans certaines réflexions politiques que j'ai entendues, on veut privilégier l'assurance maladie de base, c'est un vrai choix politique et ça fait partie des choses qui peuvent amener nos concitoyens à se prononcer. Je vois effectivement des opinions diverses parmi les uns et les autres. Certains revendiquent une assurance maladie solidaire et universelle étendue à 100% de la dépense, ce qui inévitablement conduira à discuter alors d'autres choses. Ça conduira à discuter du panier de soins et de savoir ce qu'on met dedans, ce qu'on prend et ce qu'on prend pas, parce que l'élastique du panier n'est pas extensible à l'infini. Donc voilà. De l'autre côté, soit on se dit qu'on a un système avec une complémentaire et une assurance maladie obligatoire, et avec un jeu institutionnel à trouver pour essayer de réguler les choses. Dans les différentes propositions qu'avait formulées le CIS en juin 2016, à votre initiative d'ailleurs, pour améliorer l'accès à l'audioprothèse, vous aviez proposé d'augmenter le plancher de prise en charge par les organismes complémentaires d'assurance maladie. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir été entendu sur cet item? Pas vraiment. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là. Les choses n'ont pas considérablement bougé et on voit encore que des idées comme celle de l'augmentation de la concurrence sont des idées qui ont cours en disant c'est ça qui va faire baisser les prix. Enfin, personnellement, l'augmentation de la concurrence est freinée dans l'optique, un sujet que je connais parce que je n'ai pas encore atteint l'âge qui me nécessite d'aller voir les audioprothésistes. Donc je connais plus le sujet de l'optique. Et ben, il y a pratiquement plus de boutiques d'optique que de cafés en France, et ça n'a pas fait baisser les prix. Donc voilà, c'est sûrement pas comme ça qu'on fait. Voilà, la santé, c'est vrai qu'elle a un coût, et ça n'est pas un marché comme les autres. Et sa régulation ne peut pas répondre à des mécanismes qui ont été validés par ailleurs dans d'autres domaines. Ça n'est pas une concurrence pure et parfaite. Donc la question n'est pas celle-là. Il faut trouver d'autres modes de régulation. J'ai d'ailleurs vu qu'un certain nombre des interlocuteurs ce matin en ont parlé. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Freddy, parce que c'est le seul qui a parlé de faire rentrer les patients et les citoyens dans la régulation. C'est un point qui est extrêmement important, parce que si on avance sur une stratégie qu'il a développée, mais que d'autres pourraient aussi recommander, qui consiste à avoir un accord national, ça ne peut pas être une convention de l'assurance maladie de laquelle les citoyens et les patients sont exclus. Il faut forcément qu'ils soient autour de la table. Les conventions de l'assurance maladie, il faut arrêter de les voir uniquement comme des conventions de rémunération. Ce sont des conventions d'organisation du système de soins, au travers de la rémunération des professionnels, au travers de la rémunération des prestations et des services. On discute inévitablement de l'offre de soins. Il faut donc absolument qu'il y ait un New Deal dans l'organisation de la santé en France et que les usagers soient véritablement entendus, pris en compte. Ils ont eux-mêmes leurs propres évaluations de terrain qui viennent sans doute avec des outils différents de ceux de Laurence qui ont été présentés tout à l'heure, qui sont des outils de quantification, où on a probablement plus des outils de qualification des choses, on a du témoignage, on a des expériences, on a des expertises de citoyens qui peuvent permettre d'aider à la décision. Alors justement, vous me tendez la perche pour vous poser cette dernière question, qui sera peut-être la conclusion de cette séquence. Vous avez employé plusieurs termes pour parler des patients, vous avez parlé des patients, des citoyens, des usagers. Alors,
On voit bien que le système de santé aujourd'hui se complexifie, qu'on a du mal à identifier les différents acteurs. Alors, comment est-ce qu'il faut considérer les représentants des patients ? Est-ce que c'est les représentants des Est-ce que ce sont des représentants des consommateurs, des usagers ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Mais je ne sais pas, parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a des choses qui sont dans la loi. Et j'ai à côté de moi un des auteurs de la loi, sénateur. Et il y a des choses que la loi ne peut pas écrire parce qu'elle ne sait pas écrire ça. Donc dans la loi, on a écrit usager. Mais je peux prendre tous les patients du monde, aucun ne se sent usager. Et de quoi d'ailleurs ? Usager du système de santé. Bon ben voilà, nous on a toujours dit les malades. D'ailleurs, la loi du 4 mars 2002 s'appelle Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Donc historiquement, d'un point de vue de mouvement social, c'est la question du citoyen face à la maladie qui était portée. Alors il se trouve que pour des raisons, notre pays, qui est un pays, comme vous le savez, universaliste, n'a pas voulu qu'on ne mette pas les citoyens non malades dans l'eau, donc on a écrit usager. Mais au fond, tout ça nous est absolument égal. Appelez-nous comme vous voulez. Ça nous fera toujours plaisir dès lors que vous nous appelez. Ce qui ne nous fait pas plaisir, c'est quand vous nous appelez que vous ne nous faites pas venir. Voilà. Comme récemment, par exemple, au Collège de la Haute Autorité de Santé, qui a réussi la performance, une nouvelle fois, de ne pas mettre un usager du système de santé autour de la table des membres du collège. Et cet acte a été commis par les 2 assemblées qui font la loi. Donc ceux qui font la loi ne la respectent pas. C'est un de nos miracles ou la ministre qui aurait pu vous nommer, si vous me permettez. Mais c'est pas elle qui fait la loi. Voilà. Alors, autre au premier chef, ceux qui font la loi doivent la respecter. Autre élément, enfin, juste pour ceux qui sont dans la salle, afin qu'on ne soit pas dans un pas une question personnelle. Pour les désignations au Collège de la Haute Autorité de Santé, il y a 6 membres. La ministre en désigne 3, le président du Conseil économique et social en désigne 1, le président du Sénat en désigne 1 et le président de l'Assemblée en désigne 1. Voilà. Donc effectivement, dans aucune de ces désignations, il n'y a eu ni de patient, ni de professionnel libéral de santé. Alors, ultime question, Christian Saout, peut-être un mot sur la relation privilégiée entre le patient et l'audioprothésiste, à l'heure où certains voudraient détacher la fourniture de l'audioprothèse et l'acte de suivi opéré par les audioprothésistes. Mais avant de dire qu'il faut découpler, il faut nous expliquer pourquoi l'actuel couplage ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas comme ça lancer des choses sans se mettre autour d'une table et sans discuter. C'est comme quand on dit les réseaux de soins. Mais pardonnez-moi, mais j'ai encore jamais vu que les réseaux de soins faisaient baisser le prix des polices d'assurance. Enfin, c'est quand même... Enfin, le truc... Le truc des réseaux de soins, c'est fait pour améliorer la rentabilité de la police d'assurance pour l'assureur. C'est curieux que ça n'amène pas à faire baisser le prix de la police d'assurance complémentaire. Je n'ai jamais vu d'assurance complémentaire qui baisse. J'ai encore jamais vu ça. J'en ai une assurance complémentaire. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de à quoi ça sert. Est-ce que c'est un intermédiaire de plus dont le but est de faire baisser les prix et éventuellement d'augmenter la qualité, mais ce sujet-là n'a pas non plus toujours été follement documenté. Je trouve que dans les contrats de complémentaires, il y a beaucoup d'engagements de baisse des prix. Des engagements de qualité, j'en vois un peu moins quand même, pour pas dire beaucoup moins. Donc je trouve que ça, c'est des sujets, si vous voulez, on peut pas comme... Enfin, voilà. Les tocades, il y a un moment donné, il faut savoir s'asseoir autour d'une table, il y a des processus de travail pour documenter les choses, il faut échanger de manière un peu sérieuse et regarder les choses. Je pense que du côté des usagers, du côté des citoyens, on ne peut pas comme ça leur sortir du chapeau des tics et des tocs dont on pense que ça va faire la jointure. Les affaires, on le sait très bien les uns et les autres, sont beaucoup plus compliquées que ça. Il s'agit de... Enfin, je crois que les travaux de Laurence Arman l'ont montré. Alors, elle n'a pas dit, parce qu'elle n'ose pas le dire, mais au fond, le ratio 1 pour 10, c'est 1 euro pour 10 euros de bonheur. C'est pas cher, quoi. Voilà. Donc, franchement, on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas, puisque ça fera du bien à tout le monde, à l'individu, à la société, à l'économie.
et à notre vivre ensemble. Donc voilà, faisons-le, franchement. Merci Christian Saoud pour ces derniers mots qui sont empreints d'optimisme et qui me permettent de faire immédiatement la transition avec la séquence suivante, puisqu'il s'agit de la présentation du livre blanc de la profession. Alors messieurs, madame, restez sur scène parce que ça va durer 5 minutes et la profession va vous remettre ce livre blanc. Donc j'appelle les représentants de la profession. Je reprends tout de suite ma petite fiche. Alors, j'appelle Stéphane Laurent, président du CNA, Marc Gréco, président du CINAM, Guillaume Flao, président du CINEA, et bien évidemment l'inoxydable Luis Godino, président de l'INSAF. Bonjour à toutes et à tous. Donc, 50 ans pour cette profession, donc c'est toujours l'occasion de faire un point et de voir toute l'évolution qu'il y a pu avoir. Et en tout cas, on peut constater sans aucune ambiguïté que l'audioprothèse en tant que domaine est au cœur de la société. On est au cœur d'une élection présidentielle, en tout cas pour la santé publique. Alors ce livre blanc, je pense que c'est un petit événement. Un livre blanc, c'est l'occasion de faire un point sur un domaine dans son ensemble. Donc au travers de ces 12 fiches que je vous inviterai tous à lire, toutes et tous à lire, qui rapportent tous les chiffres concernant l'épidémiologie, les patients, etc. Les enjeux économiques et de santé publique sont évoqués. Et puis surtout, il y a des données consensuelles et sourcées. Alors ça, c'est un terme qui est très très important, auquel on n'a pas forcément été habitué par le passé. C'est pas un amalgame d'opinions subjectives, ce sont vraiment des sources et qui peuvent être référencées, qui ont été citées par Madame Hartmann ce matin. Et il y a d'autres sources scientifiques qui font le cœur de ce document, auquel on peut aussi trouver une description de notre métier, ce qui est toujours une bonne chose. Et puis enfin, surtout, vous voyez, je suis entouré de mes camarades, et en tant que représentant du Collège national d'audioprothèse, je suis vraiment très heureux que ce livre blanc soit constitué par les forces vives syndicales et celles de l'enseignement, de la science que le Collège. Et donc, on peut saluer ce travail collectif. Et je passe la parole à Marc. Alors, ce document, ce livre blanc, est constitué de 3 parties. Donc, la première partie va traiter des troubles auditifs. La deuxième partie, elle traite du rôle et de la place de l'audioprothésiste dans notre système. Et enfin, la troisième partie, elle évoque le modèle français, et notamment comparé au modèle européen. Dans la première partie, on reprend naturellement des chiffres qui ont été évoqués à maintes reprises, 6 millions de malentendants, 3 millions d'appareillables et 2 millions d'appareillés. Et on note avec insistance également la problématique de la dépendance et du gain qu'on pourrait apporter, ou de l'économie qu'on pourrait apporter de l'ordre de 2 milliards, et ça a été cité à maintes reprises. La deuxième partie, donc le rôle de l'audioprothésiste et sa place, c'est un professionnel de santé dont finalement le métier est méconnu. Et on liste dans ce livre blanc également le travail que fait l'audioprothésiste au quotidien de prise en charge et d'accompagnement du malentendant tout au long de l'appareillage. Et enfin, sur le modèle français, on retient, on va dire, trois items particuliers. D'abord, les appareillages que nous faisons sont de qualité. On a des patients très satisfaits, comparés même à la satisfaction européenne. On a une observance également qui fait partie des meilleures observances d'Europe. Alors, je répète également, mais on a un prix de l'appareillage qui est dans la moyenne européenne, et ça a été dit à maintes reprises. Et enfin, un reste à charge élevé, de l'ordre de 1 000 €, ça a été également dit à plusieurs reprises, et qui permettrait en fait de... Voilà. C'est également la conséquence du désengagement de l'assurance maladie depuis plus de 30 ans, et ça a été cité à maintes reprises également. Je viens compléter cette interprétation à 4 mains. Madame, messieurs, merci d'être venus ce matin. Le livre blanc que nous vous remettons, vous le verrez, reflète l'importance de l'enjeu, comme le faisaient avant lui les études publiées en 2016, celles de Laurence Hartmann et de Jean de Kervesdoué du CNAM, celles du CISS.
celle de la Caisse nationale d'assurance maladie et enfin l'avis rendu par l'autorité de la concurrence. Et toutes ces études brossent le portrait d'un modèle français de l'audioprothèse et la nécessaire augmentation de la prise en charge. Pas question de se reposer sur nos lauriers, il faut faire bouger les choses, car améliorer ce modèle français de l'audioprothèse, c'est actionner le principal moyen de prévenir la perte d'autonomie, comme nous le rappelait ce matin Laurence Hartmann. Nous le devons aux quelques 1 million de personnes, voire davantage, touchées par la maladie d'Alzheimer. Comment ? Par la mise en place d'une politique de dépistage, de prévention, de formation, comme l'appelle de ses voeux l'autorité de la concurrence, par, bien entendu, la revalorisation de la prise en charge, ce qui n'a pas été fait depuis 1986, je pense que c'est un record, afin évidemment d'améliorer le taux d'équipement. Il reste, comme Laurence Hartmann et d'autres le rappelaient aujourd'hui, plus d'1 million de personnes à appareiller. Mais ce qu'il convient de faire avant tout, c'est de préserver ce modèle français, à savoir la qualité et l'observance. Il est évident qu'il ne faut pas casser ce qui marche. Aussi, sur la base de ce constat homogène, convergent, nous voulons que tout le monde se mette autour de la table. Nous invitons à travailler ensemble tous les acteurs de la chaîne de l'audition en convoquant des états généraux de la santé auditive, assurance maladie obligatoire bien entendu, financeurs complémentaires bien entendu, représentants des patients et évidemment représentants des instances professionnelles de l'audioprothèse. Voilà. Donnons aux malentendants la chance qu'ils méritent. On a tenu les délais, pour une fois. Donc, merci beaucoup à vous tous. Un sondage récemment, enfin des études d'opinion, montrait que parmi toutes les propositions qui ont été faites par tous les candidats, celle de la diminution des restes à charge en dentaire audio-optique était la plus populaire. Donc, je pense qu'on aura rendez-vous avec certains d'entre vous dans quelques mois, ça c'est même sûr. Donc, nous ne sommes pas forcément d'accord avec tout ce que nous avons entendu, mais nous essaierons surtout d'avoir des arguments, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc merci encore. Je voulais signaler que Hélène Amieva, professeure d'épidémiologie de Bordeaux, fait une nouvelle, vient apporter des données inédites demain à la journée scientifique. Donc c'était son équipe qui avait montré la première que les appareils auditifs évitaient le surdéclin cognitif chez les âgés. Et elle est allée plus loin et il semblerait qu'il y ait des nouveaux résultats liés à la dépendance, qui est un thème quand même très central. Comment diminuer les risques de dépendance? Donc on est en plein dans les thèmes, je crois, de vous tous. Je crois que c'est assez consensuel. Plus de prévention, plus de préventif, moins de curatif. Et les inégalités sociales en santé, puisque quand même en France, l'accès est excellent pour les gens les plus aisés. C'est le million de personnes qui n'accèdent pas, c'est quand même les gens les plus modestes. Donc voilà, donc merci beaucoup, à bientôt, et pour nous à cet après-midi.